On ne possède jamais vraiment ce qu'on a volé par la manipulation. On ne fait que l'emprunter à la patience de celui qu'on a trahi. Le silence dans le grand salon de la Villa des Chênes est une matière épaisse, presque solide. Il est 6 heures du matin. La lumière grise de l'aube filtre à travers les rideaux de lin que j'ai moi-même choisis il y a 20 ans. Dans la cuisine, le bruit du café qui coule est régulier. C'est un son mécanique, un son qui ne trahit rien. Ma belle-fille, Sarah, s'assoit à la table en chêne massif. Elle pose ses mains sur la surface vernie. Elle ne sait pas encore que chaque fibre de ce bois, chaque brique de ce mur et chaque centime sur le compte joint de mon fils, Julien, est en train de glisser entre ses doigts comme du sable fin. Elle sourit en regardant son téléphone. Elle planifie déjà les travaux de rénovation pour transformer ma chambre d'amis en un dressing luxueux. Elle pense que je suis parti. Elle pense que l'acte de cession qu'elle a forcé Julien à me faire signer la semaine dernière est son trophée définitif. Le mécanisme de ma vengeance ne fait pas de bruit. Il ressemble à l'horloge comtoise dans le couloir. Un tic-tac monotone, inévitable. Il y a 3 mois, Julien est revenu vivre ici avec elle. Il parlait de difficultés financières passagères. Il parlait de solidarité familiale. J'ai ouvert ma porte, j'ai ouvert mon garde-manger, j'ai ouvert mon cœur de mère. Mais Sarah n'est pas venue pour chercher un abri. C'est venue pour prendre un territoire. Le processus a été lent, méthodique. D'abord des remarques sur l'odeur de mes vieux livres, puis le déplacement de mes meubles sous prétexte de modernité. Enfin, l'isolement. Elle a convaincu Julien que ma présence était un obstacle à leur épanouissement. Elle a utilisé la culpabilité, elle a utilisé des larmes de crocodile. Elle a murmuré à l'oreille de mon fils que je devenais sénile, que je perdais la tête, qu'il fallait protéger le patrimoine avant que je ne fasse une erreur. Julien a écouté. Julien a obéi. Il a posé ce document sur la table de la cuisine, là où Sarah boit son café ce matin. Il n'a pas osé me regarder dans les yeux. Il a dit que c'était pour mon bien, que je serais plus heureuse dans ce petit appartement en ville, loin des responsabilités de cette grande maison. Il a signé le transfert de propriété. Il a cru que le titre de propriété faisait de lui le maître. Il a oublié une chose simple, une chose que j'ai apprise en 40 ans de gestion de patrimoine immobilier. La propriété n'est qu'une illusion juridique si elle n'est pas soutenue par la solvabilité. Ce matin, alors que Sarah admire la vue sur le jardin, elle ignore que j'ai déjà activé la clause de retour conventionnelle. Une clause discrète, insérée dans l'acte de donation initial par mon notaire de longue date. Une clause qui stipule qu'en cas de comportement manifestement ingrat ou de tentative d'expulsion du donateur, la donation est nulle et non avenue de plein droit. Mais je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Ce serait trop simple. Je veux qu'il s'installe. Je veux qu'il dépense l'argent qu'il pense avoir. Je regarde Sarah par l'entrebâillure de la porte du cellier où je récupère mes dernières affaires. Elle ne me voit pas. Elle appelle un entrepreneur. Elle demande un devis pour abattre le mur porteur de la bibliothèque. Elle rit au téléphone. Sa voix est aiguë. Elle parle de sa maison. Elle parle de la vieille qui est enfin partie. Elle utilise le mot « décharge » pour désigner mes souvenirs. Elle ne voit pas le facteur qui remonte l'allée. Il apporte une lettre recommandée. Ce n'est pas encore l'avis d'expulsion. C'est bien pire. C'est l'avis de saisie conservatoire sur tous les comptes bancaires liés à la SCI de la famille, déclenché par une créance que j'ai rachetée anonymement il y a 2 jours. Une créance que Julien avait contractée pour sa start-up ratée et qu'il avait cachée à sa femme. Le piège est posé. La caméra de ma vie est immobile, fixée sur ce moment de calme avant la tempête. Je sors de la maison par la porte de service. Le gravier crisse sous mes chaussures. C'est le seul bruit que je m'autorise. Je monte dans ma voiture, garée un peu plus loin dans la rue. Je ne pleure pas. La tristesse a été remplacée par une froideur chirurgicale. Je regarde l'heure. Dans exactement 7 minutes, Sarah tentera de payer son entrepreneur avec une carte qui sera refusée. Dans 7 minutes, le premier domino va tomber. Elle pense m'avoir jeté dehors. Elle ne comprend pas que je lui ai simplement laissé les clés d'une cage dont les murs sont en train de se consumer. Je vois Julien arriver dans l'allée avec sa voiture de sport, achetée avec l'argent qu'il pensait hériter par anticipation. Il sort du véhicule, fier, un sac de luxe à la main pour sa femme. Il ne sait pas que ce sac est le dernier objet de valeur qu'il achètera avant longtemps. Il entre dans la maison. La porte se referme. Je reste là dans le silence de l'habitacle. J'observe la façade de la villa. C'est une belle maison. Mais sans honneur, ce n'est qu'un tas de pierres. Le compte à rebours est lancé. Sarah crie à l'intérieur. Je n'entends pas le son, mais je vois son ombre s'agiter derrière la vitre du salon. Le téléphone de Julien sonne. C'est la banque, c'est le début de la fin. Продолжаем хронику распада.
Переходим к части второй «Inciting Incident». В этой части мы зафиксируем момент высшего предательства, медицинский цинизм и физическое вытеснение матери из ее пространства. Камера остается неподвижной, фиксируя холодный расчет невестки и слабость сына. Partie 2. L'incident déclencheur, le point de non-retour. Le souvenir du 14 novembre est une image fixe, sans grain, sans flou. Il pleuvait. Une pluie fine, acide, qui collait aux vitres de la véranda. C'est ce jour-là que le masque étant tombé. J'étais rentré de l'hôpital après une pneumonie qui m'avait laissé fragile, le souffle court, les mains tremblantes. J'avais besoin de mon lit, de mes couvertures de laine, de l'odeur familière de l'encaustique qui protégeait les parquets de l'étage. Julien m'attendait dans le hall. Il ne m'a pas aidé à porter mon sac, il a croisé les bras. Sarah était derrière lui, en haut de l'escalier, telle une sentinelle sur un rempart. Elle tenait un trousseau de clés qu'elle faisait tinter machinalement. Le son était métallique, sec, rythmé comme un métronome. Elle a parlé la première. Sa voix était dépourvue de toute chaleur humaine, une voix de bureaucrate annonçant une liquidation judiciaire. Elle a dit que l'étage était désormais leur zone privée. Elle a dit que l'escalier était trop dangereux pour une femme de mon âge, surtout après une alerte pulmonaire. Elle a dit que, par pur souci de sécurité, ils avaient redéménagé mes affaires dans le cellier, à côté de la chaufferie. Le cellier est une pièce de 6 mètres carrés. Le sol est en béton brut, il y flotte une odeur de fioul et de moisissure ancienne. Mes livres, mes éditions originales de cuir et d'or, étaient empilés dans des cartons de supermarché, posés sur le sol humide. Mon lit de jeune fille, un cadre en fer rouillé, avait été installé entre la machine à laver et le tableau électrique. J'ai regardé Julien. J'ai cherché dans ses yeux un reflet de l'enfant que j'avais nourri, protégé, porté à bout de bras après la mort de son père. Il n'y avait rien. Juste une fatigue irritée. Il a détourné le regard vers ses chaussures vernies. Il a murmuré que c'était temporaire, que Sarah avait raison pour l'escalier, qu'il fallait être raisonnable. C'est à cet instant précis, alors que le bruit de l'essorage de la machine à laver faisait vibrer les murs étroits du cellier, que j'ai compris. Il ne voulait pas me soigner. Il voulait là que je m'éteigne plus vite. L'humidité du béton était leur allié. Le froid de la chaufferie était leur arme. Le soir même, j'ai entendu le bruit d'une perceuse. Sarah changeait la serrure de la porte intérieure qui menait du cellier vers la cuisine. Elle m'enfermait. Elle m'octroyait un droit d'accès à la cuisine uniquement entre 8h et 9h du matin. Pour le reste, j'avais un seau, un réchaud électrique et le silence du fioul. Elle a ri derrière la porte. Un rire cristallin, presque joyeux. Elle disait à Julien que la maison respirait enfin. Elle disait que l'odeur de vieille personne allait finir par s'évaporer. Je suis resté assise sur mon lit de fer pendant 12 heures, sans bouger, sans pleurer. Le froid montait de mes pieds vers mes genoux. J'écoutais le craquement de la charpente au-dessus de moi. J'écoutais leur pas léger sur le parquet de ma chambre, le parquet que j'avais fait poser avec mes premières économies. Ils marchaient sur ma vie, ils piétinaient contre mes sacrifices. C'est dans cette obscurité, rythmée par le goutte à goutte d'un tuyau mal scellé, que le plan a pris sa forme définitive. Pas une vengeance de colère, une vengeance de structure. J'ai sorti mon téléphone portable, celui qu'ils pensaient que je ne savais pas utiliser au-delà des appels d'urgence. J'ai ouvert l'application de ma banque privée. J'ai regardé le solde de mon compte de réserve, celui dont Julien ignorait l'existence. 6 chiffres, le prix de mon silence de toutes ces années. Le lendemain, j'ai vu par la petite lucarne du cellier Sarah sortir dans le jardin. Elle portait mon manteau de cachemire. Elle coupait mes roses avec une brutalité stupide, arrachant les tiges au lieu de les tailler. Elle ne savait pas que chaque rose qu'elle détruisait accélérait le processus. Elle ne savait pas que le notaire avait déjà reçu mon email. Le document qu'il m'avait en fait signer la semaine précédente, ce transfert de propriété qu'il croyait définitif, contenait une faille que seule une mère qui connaît la faiblesse de son fils pouvait anticiper. Julien n'avait pas lu les petites lignes. Sarah, dans sa hâte de posséder, n'avait pas vérifié l'origine des fonds de la SCI familiale. Il pensait m'avoir réduite à l'état de fantôme dans ma propre demeure. Ils pensaient bien que le cellier était ma tombe. Ils ignoraient que c'était mon poste de commandement. Le 15 novembre, à 3h du matin, j'ai envoyé un seul message à mon avocat. Activez la clause de déchéance pour ingratitude. Ne faites aucune sommation. Attendez qu'il engage les frais de rénovation. Le piège s'est refermé dans le silence total de la chaufferie. J'ai posé ma tête sur l'oreiller humide. J'ai dormi d'un sommeil profond, calme, pour la première fois depuis des mois. La température dans la pièce était de 12 degrés. Mais à l'intérieur de moi, le moteur de la destruction était déjà à pleine puissance, brûlant d'un feu froid et régulier.
Julien et Sarah dormirent à l'étage, dans la soie et le confort, ignorant que le toit au-dessus de leur tête ne leur appartenait déjà plus. Ils étaient déjà des locataires en sursis, des squatteurs dans le palais d'une reine qu'ils venaient de condamner au cachot. Le mois de décembre est arrivé avec une brutalité polaire. Dans mon cellier, le givre dessinait des fleurs de cristal sur la petite lucarne. Mais à l'étage, l'atmosphère commençait à se décomposer. Sarah et Julien avaient lancé les grands travaux. Ils avaient fait abattre la cloison entre le salon et la bibliothèque. Ils avaient rejeté mes fauteuils club au vide-ordures. Ils riaient en fort le soir, sablant le champagne que j'avais gardé pour les grandes occasions. Ils ne savaient pas que chaque bulle qu'ils avalaient était déjà une dette. Le premier incident a eu lieu un mardi gris, un mardi de silence. L'entrepreneur, un homme aux mains calleuses et au regard fuyant, a arrêté les machines à 10 heures du matin. J'écoutais le silence soudain depuis mon lit de fer. Puis j'ai entendu les pas lourds de Julien dans l'entrée. Des cris. La voix de Sarah, stridente, qui montait dans les aigus. Le virement pour l'acompte des travaux avait été rejeté. Pas pour manque de provisions, mais pour opposition administrative. Julien a frappé contre le mur de la cuisine. Il criait que c'était une erreur de la banque. Il appelait son conseiller avec une arrogance qui se brisait à chaque seconde de mise en attente. Il ne comprenait pas. Il ignorait que j'avais racheté, par le biais d'une société écran basée au Luxembourg, la vieille dette de sa société de transport. Une dette qu'il avait contractée en imitant ma signature il y a 5 ans, pensant que je ne m'en apercevrais jamais. J'avais attendu. J'avais laissé les intérêts courir. J'avais laissé la prescription s'approcher avant d'agir. Maintenant, j'étais son principal créancier. Et j'avais demandé une saisie conservatoire sur tous ses actifs, y compris les revenus qu'il tirait de la SCI. Dans le cellier, je préparais mon thé sur mon petit réchaud. Le bruit de l'eau qui bout était le seul réconfort. Le deuxième incident a été plus subtil. Une coupure d'eau, puis une coupure d'électricité. Sarah hurlait dans le couloir, accusant la vétusté de la maison. Elle ne comprenait pas que les abonnements étaient toujours à mon nom personnel. J'avais simplement résilié les contrats pour déménagement définitif. Pour établir le courant, il devait en fournir un titre de propriété en règle. Mais le titre de propriété qu'il possédait était sous le coup d'une procédure de nullité pour ingratitude notoire, déposée discrètement par mon avocat 48 heures plus tôt. La préfecture avait bloqué toute modification du cadastre. Ils se sont retrouvés dans le noir, dans le froid de décembre. Julien essayait d'allumer la cheminée avec mes vieux livres, mais le bois était vert et la fumée refoulait dans le salon, noircissant les murs qu'il venait de repeindre en blanc immaculé. Je les regardais par la fente de la porte du cellier, que j'avais réussi à débloquer avec une simple lame à métaux. Ils étaient assis sur le canapé, enveloppés dans des couvertures, éclairés par la lueur blafarde de leur téléphone portable. Sarah insultait Julien. Elle lui reprochait son incompétence. Elle lui reprochait cette « maison maudite ». Julien ne répondait pas, il tremblait. Il commençait à comprendre que la structure même de sa réalité était en train de s'effondrer. Le mercredi matin, une voiture de luxe est apparue dans l'allée. Un huissier de justice, un homme sec, en costume sombre, portant une mallette en cuir usé. Il n'a pas frappé. Il a simplement glissé un document sous la porte principale. Un avis de saisie immobilière pour non-paiement des dettes de la SCI. Julien a ouvert la porte, les cheveux hirsutes, les yeux rouges. Il a essayé de discuter. L'huissier n'a pas dit un mot. Il a simplement désigné le document du doigt avant de repartir dans le silence de la neige qui commençait à tomber. Ils n'avaient plus d'argent liquide. Leurs cartes de crédit étaient de bloquer les unes après les autres. Le luxe qu'ils affichaient n'était qu'un château de cartes construit sur le vent de leur propre arrogance. Sarah a commencé à vendre ses bijoux, ceux qu'elle s'était offerts avec l'argent de mon fonds de prévoyance. Mais les acheteurs en ligne lui proposaient tant des prix dérisoires, sentant son désespoir à travers l'écran. Dans l'ombre du cellier, je notais tout, chaque cri, chaque reproche, chaque signe de décomposition de leur couple. Je ne ressentais aucune joie, juste une satisfaction technique. La justice est un algorithme lent, mais implacable. Ils m'avaient jeté dans un trou pour me voir mourir de froid. Maintenant, ils découvraient que le trou était beaucoup plus grand qu'ils ne le pensaient, et qu'ils étaient en train d'y tomber ensemble, attachés l'un à l'autre par les chaînes de leur propre cupidité. Julien est descendu une fois vers le cellier. Il a frappé à la porte. Il a murmuré « Maman, tu es là ? On a un problème. » Je n'ai pas répondu. J'ai retenu mon souffle. J'ai écouté ses pas s'éloigner, lourds et incertains. Il n'y a plus de maman. Il n'y a plus que la créancière. Il n'y a plus que la propriétaire légitime qui attend que le fruit pourri tombe de l'arbre.
Le soir même, j'ai entendu Sarah hurler qu'elle ne resterait pas une minute de plus dans cette glacière. Elle a pris les clés de la voiture de sport de Julien. Mais le moteur n'a pas démarré. J'avais fait appel à un service de recouvrement pour saisir le véhicule le soir même. Ils étaient piégés, dans ma maison, dans le noir, sous la neige. Le statu quo avait basculé. Je n'étais plus la prisonnière du cellier, ils étaient les prisonniers d'une forteresse qui se refermait sur eux comme un étau. Janvier a transformé la villa en un mausolée de pierre et de givre. Le chauffage central, privé de son contrat de maintenance et de combustible, a rendu l'âme dans un dernier râle métallique. À l'étage, les murs que Sarah avait fait peindre à grands frais commençaient à se fissurer sous l'effet de la condensation. La splendeur qu'elle avait imaginée n'était plus qu'une ruine précoce, une carcasse de luxe vide de sens. L'escalade a commencé par les bruits de la nuit. Ce n'étaient là pas des fantômes, mais des créanciers. Des hommes en veste de cuir, envoyés par les sociétés de recouvrement, qui venaient de frapper à la porte d'entrée à 2 heures du matin. Leur coup était un sourd, rythmé, comme le battement de cœur d'une machine de guerre. J'écoutais depuis mon cellier les pas précipités de Julien dans le couloir, le souffle court de Sarah qui le suppliait de ne pas ouvrir. Il restait là, tapi dans le noir, derrière cette porte qu'ils croyaient être leur rempart, alors qu'elle n'était plus que la limite de leur prison. Le vendredi noir, la police est arrivée, non pas pour m'aider, mais pour signifier à Julien l'ouverture d'une enquête pour abus de faiblesse et captation d'héritage. Mon avocat avait déposé un dossier de 300 pages. Témoignages de voisins, relevés bancaires, vidéos de surveillance de la caméra cachée que j'avais installée dans le salon avant leur arrivée. Sur les images, on voyait Sarah ricaner en jetant mes médicaments à la poubelle. On entendait Julien dire que la vieille ne passerait pas l'hiver. La confrontation a eu lieu dans le hall sous la lumière blafarde des lampes de poche des agents. Sarah hurlait. Elle criait à la conspiration. Elle pointait du doigt la porte du cellier en disant que j'étais une folle, une manipulatrice. Les policiers l'ont regardée avec un mépris silencieux. Ils ont vu cette femme en manteau de fourrure, entourée de cartons de champagne vides, alors que sa belle-mère était enfermée derrière une porte de service sans chauffage. La réalité n'avait pas besoin de commentaires. Julien, lui, s'était effondré sur les marches de l'escalier. Il pleurait sans bruit, la tête dans les mains. Il n'était plus le conquérant de mon patrimoine. Il n'était qu'un petit garçon pris en faute, réalisant que le monde qu'il avait construit sur la trahison était en train de l'écraser. Le lendemain, le coup de grâce financier est tombé. Toutes leurs lignes de crédit personnel ont été révoquées. Le loueur de la voiture de sport est venu récupérer le véhicule avec une dépanneuse. J'ai regardé par la lucarne Sarah courir après le camion, en robe de chambre, hurlant des insultes qui se perdaient dans le vent glacé. Elle a glissé sur le gravier. Elle est restée là, dans la boue, les mains écorchées, réalisant que son statut social venait de s'évaporer en quelques secondes. Il n'avait plus rien à manger. Julien a essayé de forcer la porte de mon cellier pour me demander de l'argent. J'avais renforcé le verrou de l'intérieur. J'ai glissé une feuille de papier sous la porte. C'était la liste des prix de chaque objet qu'ils avaient en détruit ou vendu. Le total dépassait leur capacité de remboursement sur 3 générations. Au bas de la page, j'avais écrit une seule phrase « La facture arrive toujours, Julien ». La panique s'est emparée d'eux. Ils ont commencé à brûler les cadres des tableaux pour se chauffer. Ils vivaient dans la cuisine, la seule pièce où ils pouvaient encore faire bouillir de l'eau sur un vieux réchaud de camping. L'odeur de brûlé et de désespoir imprégnait les rideaux de lin. Ils étaient devenus des ombres errant dans une propriété qu'ils ne pouvaient en plus entretenir, harcelés par les appels incessants des huissiers. Le samedi soir, Sarah a fait son sac. Elle a essayé de partir. Mais Julien l'a retenue par le bras. Une dispute violente a éclaté. Les mots qu'ils s'échangeaient étaient des lames de rasoir. Ils se reprochaient mutuellement leur chute. L'amour, s'il avait jamais existé, avait été dévoré par la cupidité. Ils étaient 2 prédateurs enfermés dans une cage vide, se dévorant l'un l'autre parce qu'il n'y avait plus de proie à se partager. Je n'ai pas bougé. J'ai continué à lire mon livre à la lueur d'une bougie. Le silence de la maison était entrecoupé de leurs cris, puis de leurs sanglots. Les enjeux avaient changé. Il ne s'agissait plus de savoir qui posséderait la maison, mais qui survivrait au naufrage. Ils avaient parié sur ma mort. Ils étaient en train de découvrir que c'était leur propre vie qu'ils avaient mise sur la table, et que la banque, ma banque, venait de ramasser tous les jetons. Février a apporté le silence de la pierre tombale. La villa des Chênes, autrefois symbole de réussite et de chaleur, n'était plus qu'une carcasse gelée. À l'intérieur, la température était descendue à 3 degrés. Les canalisations avaient fini par céder, inondant le sous-sol avant de geler en d'étranges sculptures de glace sale. Sarah et Julien ne se parlaient plus.
Leurs voix, autrefois pleines d'arrogance, s'étaient éteintes, remplacées par le bruit de leurs dents qui claquaient et le froissement des sacs poubelles qu'ils utilisaient pour boucher les fenêtres brisées. Le moment de la rupture définitive a eu lieu un mardi, à l'heure où les ombres s'allongent sur la neige sale de l'allée. Un fourgon de déménagement, loué avec les derniers bijoux de famille de Sarah, était garé devant la porte. Ils essayaient de sauver ce qu'ils pouvaient, quelques vêtements de marque, un téléviseur qu'ils n'avaient plus le droit de posséder, des objets volés à mon passé. Mais alors qu'ils chargèrent le dernier carton, une voiture noire s'est garée derrière le fourgon. Mon avocat, accompagné de 2 officiers de police et d'un serrurier. L'avis d'expulsion immédiate pour occupation sans droit ni titre a été lu sur le perron. Julien a essayé de lire le document, mais ses mains tremblaient trop. Sarah a hurlé que c'était illégal, qu'ils avaient eux des droits, que la loi protégeait les locataires en hiver. L'officier de police a simplement désigné la clause de mise en danger d'autrui et le constat d'insalubrité lié à la coupure délibérée des soins et de l'entretien de la propriétaire légitime, moi. Ils n'étaient bandés pas des locataires. Ils étaient bancs des agresseurs évincés par la force publique. Le serrurier a commencé son travail. Le bruit de la perceuse contre le cylindre de la porte principale a résonné comme un coup de feu dans le quartier endormi. Julien s'est assis sur le muret de pierre, le visage gris, les yeux vides. Il regardait ses valises posées dans la neige. Sarah, elle, s'était réfugiée dans sa vieille voiture, la seule chose qu'il n'avait pas encore saisie car elle était au nom de sa mère à elle. Elle frappait le volant avec ses poings, ses cris étouffés par les vitres embuées. Je suis sorti de mon cellier. Pour la première fois depuis des mois, j'ai traversé la cuisine, puis le hall. Mes pas étaient ben légers sur le parquet jonché de débris. Je portais mon manteau de laine propre, celui que j'avais gardé sous plastique dans un coffre caché. Je suis arrivé sur le perron au moment où le serrurier me tendait le nouveau jeu de clés. Je n'ai pas dit un mot. J'ai regardé mon fils. Il a levé les yeux vers moi, une lueur d'espoir pathétique dans le regard, une demande muette de pardon, ou peut-être juste d'un toit pour la nuit. J'ai détourné les yeux. La caméra de ma conscience est restée braquée sur l'horizon. J'ai fait signe à l'officier. Ils ont été forcés de quitter la propriété. Sarah a dû démarrer son moteur poussif. Elle n'avait nulle part où aller. Ses amis d'élite avaient disparu dès que les premiers huissiers s'étaient manifestés. Ses parents refusaient de décrocher. Elle a dû garer sa voiture sur le bas-côté, à quelques mètres du portail, parce qu'elle n'avait plus assez d'essence pour rejoindre la ville. Julien, lui, est monté côté passager, la tête basse, ses sacs empilés sur les genoux. À travers la lucarne de l'entrée, je les ai regardés s'installer pour la nuit dans l'habitacle étroit de la petite citadine. La neige recommençait à tomber, recouvrant lentement le toit du véhicule. Ils étaient là, au bord de la route, devant la maison qu'ils pensaient avoir volée, réduits à l'état de mendiants frigorifiés. Ils voyaient la lumière se rallumer dans le salon. Ils voyaient la fumée sortir à nouveau de la cheminée, car j'avais fait livrer du bois et du fioul le matin même, à mon nom. Ils ont tout perdu. Leur dignité, leur confort, leur avenir. Et surtout, ils ont perdu la seule chose qu'ils ne pourront jamais racheter, mon amour. Dans la voiture, le froid a commencé à s'insinuer par les joints des portières. Sarah s'est enveloppée dans une couverture de voyage trouée. Julien fixait le portail fermé à clé. Le fond n'était pas un sol dur sur lequel on rebondit. C'était un abîme de silence et de regret qui ne faisait que commencer. Zavershaim chroniku, часть 6, rétribution и épilogue. Финальный акт тишины. Камера зафиксирована на окне, за которым падает снег, и на пустой дороге, ведущей прочь от дома. Голос остается монотонным, фиксируя окончательный расчет. Partie 6, rétribution et épilogue, le silence final. La vengeance n'est pas un incendie qui dévaste tout sur son passage. C'est une neige lente qui recouvre les traces de ceux qui n'auraient pas jamais dû exister dans votre mémoire. Le matin du 15 février a été d'une clarté cruelle. Le ciel était d'un bleu d'acier, sans un nuage. À 7 heures, je suis descendu dans la cuisine. L'odeur du café frais avait remplacé celle de la moisissure et de la fumée de bois vert. J'ai posé ma tasse sur la table en chêne, la même où Sarah planifiait ma disparition 2 mois plus tôt. Les ouvriers que j'avais engagés pour réparer les dégâts de leur passage travaillaient déjà à l'étage. Le bruit des marteaux était régulier, presque musical. Ils reconstruisaient ce qu'ils avaient tenté de démolir. Par la fenêtre du salon, j'ai regardé la petite voiture garée en contrebas du portail. Elle était recouverte d'une épaisse couche de givre blanc. À l'intérieur, 2 formes humaines bougeaient avec une lenteur de spectre. Julien est sorti le premier. Il ne portait qu'une veste légère, ses mains étaient rouges de froid. Il a regardé la maison. Il a vu la fumée s'échapper de la cheminée.
Il a vu le facteur lui tendre une enveloppe, non pas une lettre d'excuse, mais la signification finale du jugement, la saisie de ses futurs salaires jusqu'au remboursement intégral des dommages causés à la propriété. Sarah n'est pas sortie de la voiture. Elle est restée recroquevillée sur le siège passager, fixant le tableau de bord en plastique. Son visage, autrefois si plein de mépris, était marqué par les cernes et la défaite. Elle n'avait plus de maquillage, plus de bijoux, plus de certitude. Elle dormait dans une voiture de location dont elle ne pourrait bientôt plus payer l'assurance. Elle était devenue l'ombre de la femme qu'elle pensait être. À 9 heures précises, une dépanneuse est arrivée. Julien a essayé de parlementer, mais l'homme n'a même pas éteint son moteur. La voiture de la mère de Sarah était elle aussi gagée pour une dette impayée. J'ai regardé, immobile derrière ma vitre, le véhicule être soulevé et emporté. Julien et Sarah sont restés là, sur le bord de la route départementale, avec 2 valises et un sac de sport. Ils n'avaient plus de toit, plus de roues, plus de destination. Ils ont commencé à marcher vers l'arrêt de bus, à 2 kilomètres de là. Julien marchait devant, Sarah quelques mètres derrière, chacun portant le poids de sa propre solitude. Ils ne se tenaient pas la main. Ils ne se regardaient pas. Ils étaient avant déjà des étrangers l'un pour l'autre, liés uniquement par le souvenir de leur échec commun. Je me suis rassise dans mon fauteuil. J'ai repris mon livre. La maison était redevenue mienne, non pas par la force, mais par la patience. J'avais repris chaque pièce, chaque souvenir, chaque silence. Le cellier était redevenu un simple lieu de rangement pour les pommes de terre et le vin. Mon lit était à nouveau à l'étage, là où l'air est pur et la vue dégagée. L'épilogue ne contient pas de morale tonitruante. Le mal ne s'éteint pas dans une explosion. Il se dissout dans l'oubli. Julien m'a envoyé un message le soir même depuis un téléphone public. « Pardonne-moi, j'ai faim ». Je n'ai pas supprimé le message. Je l'ai laissé là, sans réponse, comme une preuve archéologique d'une vie antérieure. Le pardon est un luxe que l'on accorde à ceux qui ont une âme. La justice, elle, se contente de l'équilibre des comptes. La caméra reste braquée sur l'allée vide. Le vent balaie les dernières traces de pas dans la neige. Le silence est total. La villa des Chênes est sereine. Je ferme les yeux. Le chronomètre s'est arrêté. La chronique de la vengeance est close. Il ne reste que le froid, le bois qui craque, et la certitude que, désormais, plus personne ne viendra troubler mon repos.